À l'ombre des collines de Bourgogne, non loin de Dijon, se dresse encore aujourd'hui une demeure dont les habitants du village voisin refusent de prononcer le nom. La façade élégante de pierre blonde, les toits couverts d'ardoises sombres et les jardins taillés au cordeau semblaient appartenir à un passé tranquille. Mais derrière cette perfection se cache une vérité si dérangeante que plusieurs générations ont préféré se taire. Entre 1887 et 1889, 7 hommes sont morts à l'intérieur de ces murs, tous frappés par les mêmes convulsions terribles, les mêmes ongles noircis, la même odeur amère d'amande qui annonçait un poison silencieux. Ce qui rend l'affaire véritablement monstrueuse, ce n'est pas seulement la froide précision de ces meurtres, mais le fait qu'ils furent commis avec la complicité des proches mêmes de la meurtrière. On ne parla longtemps que de malédiction, de hasard, de destin. Mais la vérité fut mise au jour bien plus tard, en 1931, lorsqu'un ouvrier qui rénovait la bibliothèque découvrit derrière un panneau de bois vermoulu un coffret contenant des papiers scellés par le tribunal de Dijon. Les noms, les lettres, les signatures révélaient l'impensable. Au cœur de cette tragédie se trouvait une femme respectée, Clémence de Villedieu, veuve d'un magistrat puissant, et ses 2 filles. Nous sommes en 1887. La France se remet à peine des plaies de la guerre de 1870 et des crises politiques qui ont secoué la Troisième République. Mais dans cette région prospère du vignoble bourguignon, les grandes familles vivent dans une opulence presque aristocratique. La maison des Villedieu, bâtie 30 ans plus tôt dans un style néo-renaissance, avec marbre importé d'Italie et lustre de cristal de Bohême, dominait la vallée comme une forteresse de privilèges. Clémence, alors âgée de 48 ans, avait hérité du domaine après la mort brutale de son mari Théodore, officiellement tué lors d'une chute de cheval. Les notables locaux avaient salué la dignité avec laquelle elle avait pris la direction du patrimoine familial, mais certains avaient déjà remarqué la rapidité avec laquelle elle s'était appropriée toutes les affaires laissées par son défunt mari. Grande, mince, le visage pâle encadré de cheveux sombres striés d'argent, elle possédait ce regard clair et perçant qui semblait juger chaque interlocuteur avant même qu'il ne parle. Elle portait toujours des robes sobres, aux teintes profondes, bleu nuit ou noir, qui renforçaient son allure d'éternelle veuve, mystérieuse et fascinante. Ses 2 filles représentaient son avenir. Élisabeth, 22 ans, douce et réservée, fiancée au jeune avocat parisien Henri Lambert, un homme charismatique issu d'une famille d'industriels. Et Madeleine, 20 ans, vivait indépendante, dont l'esprit acéré inquiétait parfois sa mère. Le mariage d'Élisabeth devait être l'événement de l'année, une union parfaite qui promettait de consolider la position des Villedieu dans une société où la richesse seule ne suffisait pas. Mais derrière les préparatifs des noces, Clémence nourrissait un intérêt bien plus sombre pour le fiancé de sa fille. Dès leur première rencontre, elle avait perçu chez Henri une fragilité qu'elle sut exploiter, son insécurité professionnelle, son doute face à la lourde responsabilité de reprendre le cabinet de son père, sa crainte de décevoir. Avec une patience diabolique, elle s'introduisit dans son esprit, l'écouta avec une attention envoûtante, lui servit chaque soir du vin parfumé de quelques gouttes d'un sédatif discret. Au fil des semaines, Henri se mit à chercher sa compagnie plus que celle de sa fiancée, troublé par cette femme plus âgée qui semblait comprendre ses angoisses mieux que quiconque. Il ignorait que Clémence lisait en secret ses lettres, qu'elle interrogeait les domestiques sur ses habitudes, qu'elle y avait déjà découvert l'étendue de sa future fortune. Le piège se refermait, lentement, inéluctable. La première nuit où elle osa poser sa main sur son bras en lui parlant du poids des rêves et des illusions, il sentit son cœur battre plus vite, incapable de distinguer désir et terreur. Clémence savait attendre. Elle planta en lui le doute, la confusion, l'attirance, pour mieux l'enchaîner à elle. Et tandis que le village bruissait de rumeurs sur les noces prochaines, un médecin du nom de Victor Giraud, qui avait assisté aux derniers jours du défunt Théodore, commençait à s'inquiéter de certains souvenirs. Ses convulsions inexpliquées, ses ongles qui s'étaient assombris, ce parfum étrange qui flottait autour du lit du mourant. Il en parla à demi-mot à Clémence, qui conserva son masque de marbre, mais sut que le danger approchait. Ce qui se tramait alors dans l'ombre de la demeure des Villedieu ne dépassait de loin qu'un simple mariage. Henri, épris et déjà compromis, deviendrait bien plus qu'un fiancé. Il allait être lié à jamais au crime d'une femme qui avait transformé la maternité en arme et l'amour en piège mortel. Les semaines qui suivirent furent marquées par une atmosphère étrange dans la demeure des Villedieu, comme si un voile invisible s'était abattu sur chaque pièce, chaque conversation, chaque regard échangé.
Henri, qui avait d'abord rayonné de fierté à l'idée de son mariage prochain avec Élisabeth, devint de plus en plus distrait, hanté par un trouble qu'il ne savait nommer. Ses lettres à sa fiancée se firent plus rares, plus brèves, tandis qu'il multipliait les entretiens privés avec Clémence. Élisabeth, naïve et confiante, croyait à une affection naturelle entre sa mère et son futur mari, sans imaginer que ces dialogues nocturnes au coin du feu, ces confidences murmurées à voix basse, scellaient déjà son propre destin. Madeleine, en revanche, observait avec inquiétude. Elle surprenait des silences pesants lorsqu'elle entrait dans la bibliothèque, surprenait le regard de sa mère posé sur Henri avec une intensité qu'aucune convenance ne pouvait justifier. Une nuit d'avril 1887, Madeleine descendit discrètement l'escalier, attirée par des voix venant du salon. Elle aperçut, à travers l'entrebâillement de la porte, sa mère, assise tout près d'Henri, un verre de vin à la main, son visage éclairé par la flamme vacillante d'une lampe à pétrole. Clémence parlait avec une douceur empoisonnée, lui expliquant que la vie n'était qu'un théâtre cruel, que les choix les plus courageux exigeaient parfois de piétiner les illusions des autres. Henri, la tête légèrement penchée, semblait sous l'emprise d'un charme qu'il ne maîtrisait pas. Le lendemain, Clémence fit mine de préparer avec enthousiasme les robes d'Élisabeth, choisissant les tissus, corrigeant les croquis du couturier venu de Paris. Mais derrière cette agitation, elle nourrissait un projet infiniment plus sombre. Détacher Henri de sa fille, le briser, le posséder, et surtout l'utiliser. Car ce qu'elle avait découvert en fouillant ses papiers dépassait ses espérances. L'héritage Lambert, dissimulé derrière des clauses juridiques complexes, atteignait une somme colossale qui, une fois mariée, placerait Henri au centre d'un empire financier. Clémence comprit qu'elle devait agir vite, d'autant que le docteur Victor Giraud, qui avait déjà exprimé ses doutes sur la mort de Théodore, avait récemment posé des questions indiscrètes auprès des domestiques. Elle décida donc de transformer Henri en complice, pas seulement en amant, en lui révélant une version soigneusement arrangée de la vérité. Par une nuit pluvieuse, alors que le tonnerre grondait sur les coteaux, elle l'attira dans son cabinet et lui confia les larmes aux yeux qu'elle avait dû se défendre contre un mari violent qui menaçait de ruiner sa famille. Théodore, dit-elle, préparait un divorce qui l'aurait laissé sans ressources, prête à livrer ses filles à la misère. Ce n'était pas un accident de cheval, murmura-t-elle en serrant les mains d'Henri, mais une nécessité, une justice maternelle. Henri, bouleversé, partagé entre l'horreur et la fascination, voulut protester, mais le poids des confidences, l'ivresse du vin et le magnétisme glacé de Clémence eurent raison de sa lucidité. Ce soir-là, il franchit une ligne invisible. Il devint détenteur d'un secret qui le liait irrémédiablement à sa future belle-mère. Dès lors, ses gestes changèrent. Il se surprit à mentir à Élisabeth pour justifier ses absences, à couvrir les initiatives de Clémence lorsqu'elle l'envoyait consulter des notaires, vérifier des polices d'assurance, relire des testaments. Plus il s'enfonçait, plus il comprenait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Clémence, habile stratège, accéléra le processus. Elle commença à évoquer dans leurs conversations nocturnes les dangers que représentait la curiosité de Madeleine, trop vive, trop suspicieuse, et l'éventualité que Élisabeth, fragile et pieuse, ne supporte pas la pression d'un avenir où chaque décision pèserait sur la survie du domaine. Peu à peu, Henri fut amené à envisager l'impensable, que certaines vies devaient s'éteindre pour protéger d'autres. Cette lente corrosion morale le transformait, et Clémence s'en réjouissait en silence. Dans le même temps, le docteur Giraud s'obstinait. Il nota que les symptômes de Théodore correspondaient parfaitement à ceux de plusieurs empoisonnements par arsenic décrits dans des traités médicaux récents. Il en parla à un confrère dijonnais qui l'encouragea à rester prudent. Accuser une veuve aussi influente que Clémence de Villedieu pouvait signifier la ruine professionnelle, voire pire. Mais Giraud, homme de conscience, décida de poursuivre ses observations. Ses visites de courtoisie à la demeure devinrent plus fréquentes, et Clémence le recevait toujours avec un sourire de porcelaine, tout en réfléchissant déjà à la manière de le réduire au silence, car l'étau se resserrait et la prochaine victime était déjà désignée dans son esprit. Pendant ce temps, Madeleine commença à fouiller dans le grenier de la maison. Elle y découvrit des carnets ayant appartenu à son père, dans lesquels figuraient des annotations troublantes sur des différends financiers, des signatures forcées, et même une lettre inachevée destinée à un procureur. Elle ne comprenait pas tout, mais l'ombre du doute s'installa en elle. Et si la mort de Théodore n'avait pas été ce qu'on l'on avait dit?
Cette graine de suspicion allait bientôt la plonger dans une spirale de danger qu'elle ne soupçonnait pas encore. Car Clémence, plus encore que maîtresse du jeu, préparait le terrain pour que le mariage d'Élisabeth ne soit pas seulement une union mondaine, mais la première étape d'un complot dont l'issue serait sang et héritage. Le printemps 1887 s'installait sur la Bourgogne, et tandis que les vignes se couvraient de jeunes feuilles vertes, l'air dans la demeure des Villedieu semblait plus lourd que jamais, saturé de non-dits et de menaces invisibles. Les préparatifs du mariage d'Élisabeth occupaient officiellement toute l'attention de la maison, mais en réalité, chacun jouait un rôle dans une pièce macabre orchestrée par Clémence. Henri, désormais prisonnier de ses propres compromissions, se sentait écartelé entre la douceur confiante de sa fiancée et l'ascendant glacé de sa future belle-mère. Certaines nuits, il tentait de se convaincre qu'il pouvait rompre, s'éloigner, retourner à Paris et tout avouer, mais au petit matin, il se réveillait enchaîné par l'idée que Clémence détenait son avenir entre ses mains. Elle, plus que jamais, resserrait son emprise. Elle l'avait amené à rédiger certains actes juridiques qui modifiaient subtilement la répartition de la succession Villedieu, renforçant son propre pouvoir au détriment de ses filles. Henri savait qu'il était devenu complice de falsification, mais chaque fois qu'il osait protester, Clémence posait sa main fine sur la sienne et lui rappelait qu'il agissait par amour, par loyauté, par devoir envers un avenir plus grandiose. Dans ce climat empoisonné, Madeleine redoublait d'attention. Elle remarqua que sa sœur, d'ordinaire vive et joyeuse, se plaignait de plus en plus souvent de migraines, de vertiges, de nausées qu'on attribuait d'abord au stress des préparatifs. Mais Madeleine, qui avait étudié quelques rudiments de médecine auprès d'un ami étudiant à Lyon, trouva ces symptômes étranges et persistants. Un soir, elle aperçut sa mère versant quelques gouttes d'un liquide transparent dans le verre de vin d'Élisabeth avant le dîner. Son cœur se serra, mais elle n'osa rien dire, se contentant de détourner discrètement le verre pour le remplacer par un autre. Ce fut la première fois qu'elle comprit, avec effroi, que sa propre mère représentait une menace mortelle. Elle commença alors une surveillance clandestine, notant les moindres gestes suspects, fouillant les tiroirs, jusqu'à découvrir, dissimulé derrière une boîte de broderie, un petit flacon de poudre blanche étiqueté « contre les maux de tête ». L'odeur amère qui s'en dégageait lui rappela immédiatement certaines descriptions lues dans les traités médicaux. De l'arsenic. Madeleine savait qu'elle devait en parler à quelqu'un, mais à qui? Son instinct lui soufflait que Henri, loin d'être un allié, était déjà happé par l'orbite de Clémence. Quant au docteur Giraud, ses visites trop fréquentes avaient déjà éveillé la méfiance de Clémence. Celle-ci, en effet, préparait son prochain coup. Giraud avait évoqué devant elle des soupçons sur la mort de Théodore, et elle comprit qu'il représentait un danger immédiat. Quelques jours plus tard, après un dîner auquel il avait été invité, on le retrouva chez lui, convulsant, la bouche écumante, et il mourut avant l'aube. Le verdict officiel fut une crise cardiaque soudaine, mais Madeleine, apprenant la nouvelle, n'eut plus aucun doute. Sa mère avait encore frappé. Dès lors, elle se jura de protéger sa sœur coûte que coûte, mais elle ignorait que Clémence avait déjà décidé que les deux jeunes femmes représentaient désormais des obstacles plutôt que des héritières. Henri, rongé par la culpabilité, sombra dans une torpeur étrange. Il se surprenait à éviter le regard d'Élisabeth, incapable de supporter la pureté de sa confiance, alors même qu'il tramait avec sa mère des projets qui la condamnaient. Il buvait de plus en plus le vin que Clémence lui servait, sans réaliser qu'elle y glissait parfois des substances destinées à altérer son discernement. Ce lent empoisonnement de l'âme et du corps en faisait l'instrument idéal, malléable et dépendant. Un soir de mai, Madeleine surprit une conversation dans la cave à vin. Sa mère parlait bas à Henri, lui disant que le temps pressait, qu'Élisabeth devait tomber malade avant les noces, qu'il fallait augmenter les doses. Henri balbutait, réclamant un sursis, mais Clémence trancha d'une voix glaciale. Celui qui hésite signe sa propre condamnation. La jeune fille, pétrifiée dans l'ombre des tonneaux, comprit alors que sa sœur était en danger de mort imminente. La peur se mua en rage silencieuse, et elle décida de trouver des preuves tangibles. Remontant discrètement au grenier, elle fouilla de nouveau dans les papiers de son père et mit la main sur un dossier que Théodore avait constitué peu avant sa mort. Notes médicales, courrier non envoyé, et même une ébauche de plante adressée au procureur. Tout indiquait qu'il avait découvert les manœuvres financières de Clémence et qu'il s'apprêtait à la dénoncer. Madeleine sut qu'elle tenait là une arme, mais aussi une condamnation. Si sa mère découvrait ce dossier entre ses mains, elle ne lui laisserait aucune chance de survie. Elle hésitait encore sur la marche à suivre, lorsqu'une nuit, en regagnant sa chambre, elle trouva Clémence assise dans l'obscurité, un sourire inquiétant aux lèvres. « Ma chère enfant,
Tu sembles bien agité ces derniers temps. Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle d'une voix faussement douce. Le ton n'était plus celui d'une mère, mais celui d'un prédateur qui jauge sa proie. Madeleine comprit que le compte à rebours avait commencé. La nuit où Clémence surprit Madeleine dans l'ombre des couloirs marqua un tournant irréversible. Dès lors, l'atmosphère au sein de la demeure devint étouffante. Chaque geste paraissait surveillé, chaque mot pesé, comme si les murs eux-mêmes étaient devenus des oreilles indiscrètes. Clémence, convaincue que sa fille cadette commençait à voir clair dans son jeu, adopta une stratégie subtile. Plutôt que de l'affronter de front, elle chercha à l'isoler, à la fragiliser par de petites humiliations, des insinuations empoisonnées, des repas oubliés où elle devait se contenter des restes. Madeleine, lucide, comprenait que sa mère testait ses limites et guettait la moindre faiblesse. Elle n'en parla pas à Élisabeth de peur d'accroître son angoisse, car la santé de l'aîné se dégradait déjà. Les migraines étaient devenues quasi quotidiennes, accompagnées de vertiges et de fièvres soudaines. Clémence attribuait ces malaises aux nerfs et au stress de la préparation du mariage, mais Madeleine, qui observait attentivement les plats servis, remarqua que les symptômes apparaissaient toujours après que sa mère avait pris soin de préparer personnellement le thé ou la soupe. Elle tenta de détourner certains bols, de remplacer discrètement les assiettes. Mais Clémence, fine observatrice, finit par remarquer ces manœuvres et resserra son contrôle. Pendant ce temps, Henri, prisonnier d'une spirale de culpabilité et de dépendance, sombrait de plus en plus. Il passait ses soirées enfermé dans le cabinet de Clémence, rédigeant des documents juridiques qu'il ne comprenait plus vraiment, signant des actes qu'elle lui dictait d'une voix douce mais implacable. Parfois, lorsqu'il se retrouvait seul face à Élisabeth, il avait envie de tout lui avouer. Mais il suffisait que Clémence surgisse, le regard dur, pour qu'il ravale ses mots. Elle savait qu'il était trop tard pour lui. Compromis, intoxiqué, lié par des secrets dont la révélation le mènerait à la ruine, il n'avait plus qu'à obéir. Pourtant, une fissure se formait dans cette façade. Certaines nuits, tourmenté par le remords, Henri écrivait des fragments de confession dans un carnet qu'il cachait dans sa chambre, comme pour déposer le poids de sa conscience. Madeleine, de son côté, avait décidé de conserver précieusement le dossier trouvé dans le grenier, comprenant que c'était sa seule protection. Elle se mit aussi à rédiger des notes détaillées sur les comportements de sa mère, sur les symptômes d'Élisabeth, espérant que ces traces serviraient un jour de preuve. Mais Clémence n'ignorait pas ce danger. Une soirée de juin, alors que les invités commençaient à affluer pour les répétitions du mariage, elle appela Henri dans le cellier et lui parla d'une voix ferme. « Élisabeth ne doit pas franchir l'autel. Si tu l'aimes vraiment, il faut comprendre qu'elle ne survivra pas à cette vie. Nous devons la libérer de ses souffrances. » Ces mots, prononcés avec une tendresse glaçante, furent comme un couperet. Henri, tremblant, osa répliquer qu'il ne pouvait participer à la mort de sa fiancée, mais Clémence lui rappela cruellement qu'il avait déjà du sang sur les mains. En dissimulant la vérité sur le docteur Giraud et falsifiant les testaments, elle lui fit comprendre que sa survie dépendait désormais de son silence et de son obéissance. Cette nuit-là, Madeleine, dissimulée à l'étage, surprit encore quelques bribes de conversation et comprit que le plan de sa mère était au point d'aboutir. Elle se mit à préparer une fuite désespérée, sauver Élisabeth avant qu'il ne soit trop tard. Mais Clémence, anticipant chaque mouvement, avait déjà pris ses précautions. Les domestiques les plus fidèles avaient été congédiés, remplacés par des gens à sa solde. Les clés des issues secondaires étaient désormais gardées dans son bureau, et les chevaux de l'écurie, qu'elle savait indispensables pour s'échapper, étaient sous surveillance. Tout semblait verrouillé. Pourtant, un soir d'orage, alors que la pluie battait les vitres et que la maison paraissait assoupie, Madeleine osa réveiller sa sœur pour lui souffler la vérité. « Mère t'empoisonne. Si nous restons, nous mourrons toutes les deux. » Élisabeth, faible et incrédule, hésita à croire une telle horreur. Mais la sincérité dans les yeux de sa cadette finit par fissurer son aveuglement. Ensemble, elles préparèrent un maigre paquet de vêtements et décidèrent d'attendre le moment opportun. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Clémence, éveillée, les avait entendus. Assise dans son fauteuil, la lueur d'une bougie dessinant son profil tranchant, elle esquissait un sourire satisfait. Elle savait que ses filles tentaient de s'échapper, et elle comptait bien transformer leur fuite en piège,
comme on referme la porte d'une cage sur deux oiseaux effrayés. La tentative de fuite des deux sœurs, préparée dans la peur et la hâte, se transforma vite en cauchemar. Nous étions au début de l'été 1887, et les nuits lourdes de chaleur semblaient étirer chaque minute dans une tension insoutenable. Madeleine avait choisi la 3e nuit après l'orage, lorsque la maison paraissait endormie et que Clémence, croyait-elle, se reposait dans sa chambre. Les deux jeunes filles, vêtues de simples robes sombres, descendirent à pas feutrés l'escalier principal, leurs mains tremblantes serrant le petit paquet de linge et le dossier compromettant de leur père. Chaque craquement du bois résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence. Chaque souffle leur semblait trahir leur présence. Mais au moment même où elles atteignaient la porte de service, une voix s'éleva derrière elles. « Où allez-vous, mes chéris, à une heure si indécente ?» Clémence se tenait dans l'ombre, une lampe à la main, son visage baigné d'une lumière crue qui accentuait la dureté de ses traits. Élisabeth chancela, croyant s'évanouir, mais Madeleine, le cœur battant, trouva le courage de répondre qu'elles avaient besoin d'air, qu'elles allaient prier à la chapelle du village. Clémence rit doucement, un rire bas et métallique, puis posa la lampe sur une table. « Priez donc, mais ici, à genoux, devant moi, car seule ma volonté décide de votre salut. » Elle tenait dans sa main libre un petit flacon de verre, identique à celui que Madeleine avait découvert, et l'agita doucement comme une menace muette. La confrontation, inévitable, avait éclaté. Les sœurs comprirent qu'il n'y aurait plus de compromis, plus de faux-semblants. Mais soudain, un bruit de pas résonna derrière elles. Henri, le visage blême, entra dans la pièce, un papier froissé à la main. Ses yeux fous trahissaient une nuit sans sommeil. « Assez, Clémence, dit-il d'une voix brisée. Je ne peux plus supporter cela. Je dirai tout. » Clémence le fixa, incrédule, puis esquissa un sourire glacial. « Tu n'oseras pas, tu es déjà à moi. » Mais Henri brandit le papier, une lettre de confession qu'il avait rédigée et qu'il menaçait de porter au procureur de Dijon. Dans son désespoir, il croyait encore pouvoir racheter son âme. Madeleine, saisissant l'occasion, prit Élisabeth par la main et coururent vers la porte, mais celle-ci était déjà verrouillée. Les clés tintaient à la ceinture de Clémence, qui les serrait comme on serre une arme. La scène se figea, chaque regard chargé d'une intensité insoutenable. Alors, dans un élan de rage, Henri se jeta sur Clémence pour tenter de lui arracher les clés. La lutte fut brève mais violente. La lampe se renversa, projetant des flammes sur le tapis, tandis que le flacon de poison se brisa sur le sol, répandant une odeur suffocante. Les sœurs crièrent, partagées entre la peur et l'espoir de voir enfin leur bourreau désarmé. Mais Clémence, d'une force insoupçonnée, repoussa Henri avec une violence telle qu'il s'écrasa contre le mur, perdant conscience. Le feu commençait déjà à dévorer les tentures, et la fumée s'élevait en volutes noires. Dans ce chaos, Madeleine réussit à tirer les clés de la ceinture de sa mère. Mais au moment d'ouvrir la porte, Clémence la saillit par les cheveux, en hurlant « Tu crois pouvoir m'échapper, petite ingrate ?» Élisabeth, dans un élan désespéré, attrapa le chandelier tombé au sol et frappa Clémence à la tempe. La veuve s'effondra un instant, le visage ensanglanté, mais ses yeux, flamboyants de haine, restèrent ouverts. Les deux sœurs parvinrent enfin à déverrouiller la porte et à se précipiter dans le jardin, sous le ciel nocturne. Derrière elles, les flammes gagnaient déjà la grande salle, projetant une lueur rougeâtre sur les murs de pierre. Elles n'avaient pas parcouru 100 mètres que des silhouettes apparurent à l'entrée de l'allée, les domestiques loyaux à Clémence, alertés par le tumulte. Une femme de chambre hurla d'avertir sa maîtresse, mais Madeleine, galvanisée par l'instinct de survie, brandit le dossier de son père en criant qu'elle irait le mettre elle-même aux autorités. La menace fut assez claire pour semer l'hésitation parmi les serviteurs, qui reculèrent. Dans le lointain, les cloches du village sonnaient minuit, et les deux sœurs s'élancèrent vers la route de Dijon, le vent nocturne fouettant leurs visages. Derrière elles, Clémence se relevait déjà, le visage marqué, mais l'esprit plus résolu que jamais. Elle avait perdu une bataille, mais non la guerre. Désormais, elle poursuivrait ses propres filles jusque dans les moindres recoins de la Bourgogne, prête à les anéantir pour sauver son secret et son empire. Et dans les cendres encore chaudes de la maison, Henri, gisant à moitié conscient, murmurait d'une voix rauque « Pardonnez-moi » avant de sombrer dans la conscience, sans savoir si le feu ou la vengeance de Clémence viendrait d'abord le réclamer.
La fuite des deux sœurs à travers la campagne bourguignonne cette nuit de juin 1887 marqua le début d'une traque impitoyable. Galopant sur les chemins de terre, les robes trempées par la rosée et les visages fouettés par le vent, Élisabeth et Madeleine se raccrochaient à une seule idée, atteindre Dijon avant que leur mère n'organise la poursuite. Le dossier de leur père, serré contre la poitrine de Madeleine, pesait comme une arme et une condamnation à la fois. Derrière elle, les aboiements de chiens résonnaient déjà, preuve que Clémence avait lancé ses serviteurs à leur recherche. Élisabeth, affaiblie par les doses de poison accumulées, vacillait souvent sur sa monture, et Madeleine devait la soutenir d'une main ferme pour éviter qu'elle ne tombe. À l'aube, les clochers de Dijon apparurent enfin au loin, et les jeunes filles, harassées, se précipitèrent vers la maison d'un oncle éloigné, un notaire respecté. En voyant leur état, il comprit qu'il ne s'agissait pas de simples querelles familiales. Après avoir parcouru les papiers laissés par Théodore et écouté les révélations haletantes de Madeleine, il se résolut à prévenir les autorités. Mais Clémence n'était pas femme à attendre son procès. Le soir même, elle arriva à Dijon vêtue de deuil, entourée de 2 domestiques fidèles, jouant la mère désespérée venue rechercher ses fils égarés. Son charme, sa réputation, son autorité impressionnèrent d'abord les magistrats, qui hésitèrent à donner foi aux accusations de 2 jeunes femmes éplorées. Ce fut alors que surgit un élément décisif. Henri, miraculeusement rescapé de l'incendie, apparut au tribunal, titubant, le visage marqué de brûlures, tenant dans ses mains noircies un carnet de notes. Dans un souffle brisé, il confessa tout. La séduction, la manipulation, le poison, les falsifications. Ces mots, arrachés à une conscience torturée, frappèrent l'assemblée d'effroi. Clémence, pour la première fois, perdit son masque. Ses yeux gris, d'ordinaire si calmes, s'emplirent d'une lueur de haine pure, et elle se redressa avec une majesté glaciale pour clamer qu'elle n'avait fait que protéger sa famille, que le monde entier conspirait contre elle. Mais les preuves s'accumulaient. Le poison retrouvé dans ses effets, les témoignages des domestiques hésitants, les lettres non envoyées de Théodore et désormais la confession écrite d'Henri. Le procès, ouvert en juillet 1887, devint un spectacle suivi par toute la région. Les journaux de Paris envoyèrent des correspondants, décrivant Clémence de Villedieu comme la Médée de Bourgogne. Chaque audience révélait de nouveaux détails macabres, l'arsenic dissimulé dans les flacons de parfum, les repas préparés avec une précision chirurgicale, les faux documents juridiques destinés à assurer son emprise sur la fortune familiale. Élisabeth, fragile, témoigna depuis son lit, décrivant la lente agonie que lui avait imposée sa propre mère, tandis que Madeleine, droite et déterminée, raconta sa découverte du dossier paternel et ses tentatives désespérées pour sauver sa sœur. Henri, rongé par la tuberculose contractée en prison, mourut avant la fin du procès. Mais son dernier témoignage, lu à l'audience, scella le destin de Clémence. Le verdict tomba. Coupable d'empoisonnement multiple, de falsification et de tentative de meurtre sur ses propres filles. La sentence, rarissime pour une femme de cette condition, fut la peine capitale. Le 14 octobre 1887, au petit matin, Clémence monta à l'échafaud dressé sur la place de Dijon. Drapée dans une robe noire, elle marcha d'un pas calme, refusant tout signe de repentir. On dit que ses derniers mots furent « Je suis la seule maîtresse de mon destin ». La lame tomba, et un silence pesant enveloppa la foule. Élisabeth, trop affaiblie, ne survécut que 2 ans après le procès, emportée par les séquelles de l'empoisonnement. Madeleine, elle, choisit de quitter la France, emportant avec elle les carnets de son père et les souvenirs d'une jeunesse brisée. On la retrouva des années plus tard installée à Genève, où elle se consacra à l'éducation des orphelins. La demeure des Villedieu, quant à elle, resta vide pendant près de 20 ans, avant d'être vendue à une famille étrangère. Mais les habitants du village continuaient de détourner les yeux en passant devant ces grilles rouillées, chuchotant que certaines nuits, on pouvait encore voir derrière les fenêtres une silhouette féminine au regard d'acier, scrutant l'horizon, comme si elle attendait le retour de ses filles. Ainsi s'acheva l'histoire de Clémence de Villedieu, une mère devenue bourreau, dont la légende noire hante encore les collines bourguignonnes, rappel cruel que les visages les plus respectés peuvent cacher les plus sombres abîmes.